Bonjour, nous allons parler de l'élection présidentielle au Brésil, la victoire de Bolsonaro avec le journaliste Nicolas Boursier. Bonjour monsieur. Bonjour, günaydın. Günaydın. Le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, il a gagné avec 55% des votes contre son adversaire Fernando Haddad du Parti des Travailleurs. Vous êtes l'auteur du livre Les Amazoniens en sursis et journaliste au Monde et l'ancien correspondant du journal à Rio. Maintenant, vous êtes en France. Je voulais commencer avec les questions. Est-ce que c'était une des plus importantes élections de l'histoire du Brésil et pourquoi? Elle est devenue la plus importante avec ce résultat, on va dire, choc, un résultat extrêmement dur dans le pourcentage, dans la personnalité du candidat. Dans l'histoire même, on va dire depuis ces 33 dernières années, depuis le retour à la démocratie, oui, c'est peut-être l'élection la plus violente, celle qui va bouleverser le plus de choses, certainement, oui. Mais vous avez dit la personnalité de candidat. Qu'est-ce qui est la personnalité de Bolsonaro? Bolsonaro est un député, il a été député pendant 27 ans, un député ce qu'on appelle d'extrême droite. Il a fait partie d'une dizaine de petits partis. C'était une sorte de trublion presque insignifiant pendant une vingtaine d'années. Quelqu'un qui avait un verbe très fort, très violent. Il attaquait beaucoup. Il était dans ce que les Américains appellent aujourd'hui le disruptif, c'est-à-dire disruptif. Il était toujours en contre. Il n'avait pas beaucoup d'arguments. En 27 ans de députation, il n'a fait que 2 petites lois microscopiques, minuscules, insignifiantes. Et depuis 2 ans, il a suivi un autre cheval de bataille. Il a changé sa façon de parler. Il a radicalisé non pas son discours, mais sa manière de faire, sa forme surtout. Il a suivi beaucoup Donald Trump, on va dire dans la forme. C'est un candidat qui a été connu pour ses propos homophobes, misogynes, voire racistes. C'est un candidat qui a une nostalgie très forte des militaires. Lui-même est un capitaine parachutiste de réserve, qui a d'ailleurs été emprisonné pendant 15 jours pour... on va appeler ça en français l'effet de sédition. Il a demandé une solde supérieure pour les officiers, donc un salaire supérieur. Il a été emprisonné pour ça, suite à un article, suite à une interview dans les années 80, juste après l'installation de la démocratie. Ses propos sont connus, je ne sais pas s'il faut faire la liste, mais elle est très très longue, mais 3 me viennent comme ça à l'esprit. Il a dit par exemple sur l'homosexualité, s'il apprenait que son fils, un de ses fils, il a 4 fils et une fille, s'il apprenait qu'un de ses fils était homosexuel, il préférait qu'il meure dans un accident de voiture. Ça, c'est des choses qui ont été dites au public. Il a dit 2 fois de suite à une députée qui est plutôt proche de la gauche et qui est défenseur des droits de l'homme au Brésil. Il lui a dit 2 fois de suite qu'elle ne méritait pas d'être violée par lui. Sur les Noirs, sur les indigènes, sur les Indiens qui vivent au Brésil, il a un programme extrêmement dur. Il est contre toutes les législations qui avaient été mises en place depuis les années 80. Bref, c'est un candidat d'extrême droite, autoproclamé, même si maintenant il essaie de mettre un petit peu d'eau dans son vin depuis quelques jours. Il a su aussi, ça c'est une de ses forces, il a su s'adapter aussi. Il adapte souvent son discours d'ailleurs devant un public... de Rio au Brésil, il peut avoir une parole très forte sur la violence, qu'il faut armer encore plus les policiers, même les citoyens. Il propose même le droit de tuer aux policiers. Et quand on sait que ce pays a 5000 morts par an, des personnes qui sont tuées sous les balles des policiers, demander à tuer encore plus, ça paraît complètement surréel. C'est pour ça que je l'ai appelé dans un de mes derniers papiers l'illusionniste, c'est-à-dire avec très peu de temps de parole, avec juste quelques phrases comme ça. Il a réussi à capter la colère brésilienne,
un peu à l'image, je me répète, mais un peu à l'image de Donald Trump. Il y a une envie de changer tout, de balayer tout ce qui a été fait, avec au Brésil un soutien énorme des jeunes, ceux qui n'ont pas connu justement la dictature. Il a un soutien des 18 à 30 ans, plus de 60, un soutien phénoménal. Et donc oui, c'est un choc, oui, c'est un personnage qui est qui peut être dangereux pour les institutions. Maintenant, on va voir comment il s'entoure. Monsieur, selon vous, pourquoi le peuple brésilien, la majorité du peuple brésilien a électé Bolsonaro et pourquoi ils n'ont pas électé un représentant du Parti des travailleurs? Bon, je crois qu'au Brésil, le Parti des travailleurs a fait beaucoup d'erreurs. Tout simplement déjà en nommant seulement à 3 semaines des élections Fernando Haddad, qui est un personnage, un professeur d'économie, le poulain de Lula. Mais c'était beaucoup trop tard d'abord, ils n'ont pas vu la vague venir. Il a le soutien de Lula, il allait le voir tous les lundis. Et Haddad, en n'étant pas très connu, a eu cette image du Parti des travailleurs, et le parti de Lula qui est incarcéré pour 12 ans, avec cette image de corruption que Bolsonaro a réussi complètement à mettre sur le Parti des travailleurs. C'est pas le seul, mais lui, il a réussi vraiment à diaboliser le Parti des travailleurs. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que la grande majorité des Brésiliens, pratiquement tous, veulent du changement. Ils ne savent pas lequel, mais ils veulent du changement, un changement radical. Il y a dans ce pays 64 000 homicides par an, morts violentes par an. 64 000, pas depuis un an, depuis 20 ans, 25 ans. Ça fait pratiquement une guerre civile, c'est plus qu'en Syrie. C'est une guerre civile sourde qui existe partout, dans les bars, dans les favelas, mais aussi dans les quartiers riches. Il y a des violences domestiques gigantesques. À cela s'ajoutent 40 000 violences sur les routes. Ça fait presque 100 000 personnes qui meurent violemment tous les ans. On n'a pas fait de travail de mémoire dans ce pays à la suite de la dictature, en 84-85, quand elle s'arrête. Il y a une amnistie, donc on n'en parle pratiquement pas. Même le Parti des travailleurs ne l'a pas réouverte, cette question-là, alors qu'elle existe, elle a été réouverte dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Et avec ces histoires, la troisième chose, après il y a beaucoup de multiples d'autres choses, mais la troisième chose, c'est cette histoire de corruption. C'est-à-dire que depuis 10 ans, depuis 2005-2006, depuis la première enquête, on va dire très grosse enquête qui s'appelle le Mensalão, qui avait été lancée par le juge de la Cour suprême, Joaquim Barbosa, le PT et tout ce qui a trait au gouvernement est lié à une corruption pratiquement tous les jours. Il n'y a pas un article qui ne parle pas de corruption. Pour la première fois, il y a 200 hommes politiques et économiques, des chefs d'entreprise qui n'étaient jamais vus avant, 200 hommes inquiétés, une dizaine incarcérés, dont Lula, pour une histoire, à mon avis, complètement factice, mais dont Lula, pour une histoire d'appartement dans le sud de São Paulo. Donc, imaginez, pendant 10 ans, des médias qui ne parlent que de violence, qui ne parlent que de corruption, où Dilma a été empêchée, impeachment, par un coup d'État institutionnel. Tous les partis se sont ligués contre elle, pratiquement, après sa réélection. L'économie va très très mal, c'est une grande récession, c'est-à-dire ce pays qu'on voyait émergent, faisant partie des BRICS, un peu comme la Turquie, hein, qui montait économiquement très fort, avec une classe moyenne d'un seul coup nouvelle. Dans le pays, grâce à Lula et Dilma, dans le nord-est, on ne mourrait plus de faim. C'est-à-dire qu'ils avaient réussi à redistribuer l'argent, on ne mourrait plus de faim, donc il y avait une économie qui montait. Et d'un seul coup, en 2015-2016, une catastrophe économique, la récession, avec en plus un président fantoche, Michel Temer, qui a succédé à Dilma. Et tout ça, c'était lié à une sorte d'establishment de Brasilia, de cette capitale qu'on déteste. Michel Temer, le président jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'aux élections, jusqu'à la passation de pouvoir le 1er janvier prochain, avait 3% d'opinion favorable dans l'électorat, 3%. Donc c'est toute cette histoire de classe politique, de corruption, de violence. Vous savez ce que c'est, hein, une guerre civile en Turquie, on sait ce que c'est, mais 64 000 morts par an d'homicides, c'est un chiffre,
C'est plus qu'en Inde, c'est plus qu'en Chine. Et les gens ont ras-le-bol. Et ça, le Parti des travailleurs, avec ses erreurs, n'a pas senti, n'a pas vu venir cette vague de dégagisme, d'envie de changement. Et le problème de la sécurité n'a jamais été vraiment pris au niveau suffisant. On voit l'armée depuis quelques jours, mais l'image de l'armée avec un pays qui a connu la dictature militaire, tout ça, ça fait des choses qui connent dans la tête des Brésiliens, qui ont envie d'un nouveau souffle. Et Fernando Haddad n'a pas réussi à faire rêver ces gens-là, n'a pas réussi à faire pousser vers un futur, on va dire, plus pacifié, plus redistributeur. Ils ont préféré une parole forte, extrêmement violente, raciste, misogyne de Bolsonaro, qui maintenant apparaît comme un sauveur, comme un messie, c'est comme ça qu'il l'appelle, hein, parce qu'en plus, il a su, contrairement à Haddad aussi, encore une fois, il n'a pas eu le temps, mais Bolsonaro s'est allié avec les évangéliques. Pour la première fois, tout le corps évangélique, les leaders évangéliques ont appuyé une même candidature. Ok, quand on vient au sujet de l'environnement, c'est ce que vous savez beaucoup, Bolsonaro a des projets radicaux concernant les Amazones, n'est-ce pas? Oui, on est très inquiet. Pour l'instant, ce ne sont que des mots, mais on est extrêmement inquiet d'une situation qui va déjà très très mal. On n'a aucune retenue dans l'avancée sur l'agrobusiness et le développement de l'Amazonie. Hein, l'économie avance sur cette terre vierge, sur cette terre en tout cas non protégée. Je parle en dehors des réserves. Ça, c'était déjà le cas depuis 10 ans, 15 ans. Là, pour le coup, ce n'est pour l'instant pas Bolsonaro, mais c'était les grands barrages comme Belo Monte ont été acceptés sous Lula. On a construit d'autres barrages depuis, sous Dilma. Les contacts avec les peuples indigènes étaient extrêmement rares sous Dilma. La FUNAI, qui s'occupe des questions indigènes, recevait de moins en moins d'argent. Elle est au bord de la banqueroute. C'est toute cette institution qui s'occupe des territoires indigènes pour les aider, pour voir le développement, etc., pour mettre en place des structures. Et Bolsonaro, avec son équipe, on va dire ultralibérale, c'est-à-dire l'éclatement de tout le carcan que peut mettre en place des protections, des zones de protection de l'État. Il l'a dit, répété, qu'il voulait faire éclater tout ça, que la FUNAI ne servait absolument à rien, que de toute façon les indigènes, comme les Noirs d'ailleurs, sont des feignants, etc., etc. Donc on sait que, comme il est lié avec l'agrobusiness, c'est-à-dire ces grands propriétaires terriens qui sont largement représentés au Parlement, on a peur que tous les points, on va dire, de sécurité, les nœuds un petit peu de loi et d'institutions qui protègent l'Amazonie vont péricliter, vont éclater petit à petit. Ouais. Oui. Monsieur, est-ce que vous pensez que la vie quotidienne a changé au Brésil après Bolsonaro prendre le pouvoir? Dans le quotidien, je pense qu'il va... Les Brésiliens ont une résilience très forte. Ils ont une grande culture, une capacité d'adaptation. Ils savent résister aussi. On n'a jamais vu autant de petits groupes qui se sont installés dans les villes. On a rarement vu autant de la société civile parle enfin. On va dire depuis 2013, depuis les grands mouvements de 2013. Juin 2013, il y avait une vague de manifestations très grande, d'ailleurs au même moment que chez vous à Istanbul ou dans le pays avec la place Taksim. Il y a eu une vague de millions de personnes pendant des semaines dans les rues, mais pas seulement à Rio, pas seulement à São Paulo, partout. Ça ne s'est pas traduit dans les urnes. La preuve, Bolsonaro, c'est la réaction plutôt qui a gagné, mais il se passe des choses au niveau local partout, dans les universités énormément, dans les lieux associatifs. Ce que va faire Bolsonaro, c'est évidemment à mon avis, développer encore plus la répression et la mise en place de la police, l'armée, bien sûr, autoriser peut-être des enquêtes plus rapides, plus expéditives. Ça va être, à mon avis, dans la rue, ça sera une stratégie de la tension qui va se voir.
On a vu déjà des étudiants avec des t-shirts de Donald Trump et des drapeaux de Tea Party venir dans certaines universités pour dire voilà, maintenant c'est comme ça. On a vu des tensions avec. Excusez-moi, j'ai plus de batterie. On a vu des tensions dans certaines zones de Rio de Salvador de Bahia, par exemple, où on a. Attendez, il faut que j'appuie là. Ok. Voilà. Vous m'entendez encore? Oui, nous entendons. Il faut que je fasse juste. Okay. Excusez-moi. Non, pas de problème. D'accord. De toute façon, voilà. C'est bon? Vous êtes là? Oui. Vous pouvez continuer. Donc, dans le quotidien même, les structures sont là, hein, les universités, les emplois, etc. Pour l'instant, si Bolsonaro arrive à bien s'entourer avec des ministres forts et qu'il arrive à s'entendre avec eux, ce qui n'est pas du tout gagné, il va faire des réformes comme il entend le faire, sans changer trop la Constitution. On verra bien à partir de janvier. Cet homme est tellement imprévisible, un peu comme Trump, c'est difficile de faire des projections à ce niveau-là. Ouais. La dernière question, c'est qu'est-ce qu'il va être la relation du Brésil quand Bolsonaro prend le pouvoir avec les autres pays? Est-ce que le Brésil va être pro-israélien ou pro-américain? Qu'est-ce que vous pensez? Les deux, vous l'avez dit. Il a pris modèle sur Trump. Trump l'a tout de suite félicité chaudement. C'est clair qu'ils vont, j'ose le mot axe, entre Washington et Brasilia. Un rapprochement très très fort, ce qui n'était pas le cas évidemment avec le PT. Même si avec Obama et Lula et Dilma, il y avait une entente quand même plutôt forte. Mais là, on va voir autre chose. C'est quelque chose de très nouveau pour l'Amérique du Sud, notamment sur la question avec le Venezuela. Bolsonaro a fait pratiquement sa campagne en disant que le PT était le diable parce qu'il voulait absolument instaurer un régime à la vénézuélienne, à la Chavez. Il a été félicité par beaucoup de gouvernements de droite, très à droite d'Amérique du Sud, qui ne sont pas aussi à droite que lui, mais très conservateurs, Macri, etc. Et vis-à-vis d'Israël, il l'a dit depuis le début, il soutiendrait Israël comme le fait Donald Trump. On peut voir une sorte d'axe qui change au niveau diplomatique, avec un soutien peut-être encore plus fort vis-à-vis d'Israël et de sa politique actuelle. Ce qu'essaie de faire Trump, malgré son administration qui essaie de le bloquer sur plusieurs questions, mais c'est ce qu'essaie de faire Trump, et je pense que Bolsonaro est capable d'aller aussi loin, notamment avec cet appui incroyable des évangéliques, qui sont les évangéliques les plus à droite, les pentecôtistes, les néo-pentecôtistes, qui sont proches de la politique très droitière d'Israël. Ok, merci beaucoup Nicolas Boursier. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Merci Sağ olun, beaucoup. çok teşekkürler. Au revoir, bon courage. Merci. Nous avons parlé de l'élection présidentielle au Brésil, la victoire de Bolsonaro avec Nicolas Boursier. Ciao.